CGT envisageait une plainte contre le préfet de police. Alors pour l'instant, on en est au stade de la possibilité de porter plainte. En tout cas, au siège, il y a eu une conférence de presse disant qu'il avait failli, ce préfet de police, en l'occurrence Didier Lallement, pour ne pas le citer, à de nombreuses reprises à la protection des manifestants et à l'exercice du droit de manifester, car des véhicules syndicaux s'étaient engagés sur la mauvaise sortie et que les policiers, en fait, n'auraient pas informer au préalable l'organisation de la manifestation, en l'occurrence les responsables de la CGT, de ce changement de programme de dernière minute. Votre réaction, Jean Messia, je vois que vous hochez la tête. Ça vous paraît un peu lunaire la CGT comme a intention? confondu le 1er mai avec le 1er avril ou quoi? Enfin, c'est une blague. Je veux dire, c'est la CGT qui se plaint de l'absence de force policière suffisante pour empêcher... Mais vous savez que plusieurs de ses membres ont été prêts à partir, ont été caillassés, au même titre d'ailleurs que les forces de l'ordre. Je condamne cela, mais moi je ne suis nullement en train de justifier ce type de violence. Je me polarise sur l'attitude de la CGT, pour le moins paradoxale, qui est aux premières lignes pour dénoncer de prétendues violences policières, en première ligne pour pourrir les flics quand ils agissent, ils interviennent pour maintenir l'ordre, et d'un autre côté, quand c'est eux qui sont directement concernés, là c'est plus du tout le même discours. Là, ils en appellent au contraire aux forces de l'ordre. Ils s'étonnent de ne pas avoir été suffisamment protégés. Donc, je dis à la CGT que ce qu'ils appellent de leur vœu en termes de protection, eh bien, l'ensemble des Français l'appellent aussi. Et lorsque l'ensemble des Français y appellent, eh bien, la CGT, à l'avenir, a tout intérêt à être de leur côté plutôt qu'à pourrir les flics en permanence. Et je vous rappelle aussi, Jean Messia, que la CGT impute ces violences à l'extrême droite avec Bien sûr. Philippe Martinez qui, pour appuyer son propos, dit... je le cite, le mode opératoire avait quelque chose de prémédité, les slogans racistes, homophobes, xénophobes entendus, place de la Nation notamment, sont caractéristiques de cette violence d'extrême droite. Vous le répondez quoi? J'ai entendu aucun propos... On attend la fin de l'enquête? C'est-à-dire, moi, j'ai entendu aucun propos ni homophobe, ni antisémite, ni raciste. Ça m'a tout l'air, au contraire, d'être le mode opératoire des Black Blocs. C'est-à-dire ceux qui sont dans la même direction idéologique que la CGT, mais qui trouvent la CGT trop modérée. Voilà. Donc, quand on a extrémiste ennemi. Donc, c'est à Martinez et ses amis de gérer, je dirais, des Black Blocs qui sont en roue libre, mais qui ont exactement la même idéologie. Alors, ils sont peut-être un peu plus anarchistes que la CGT, mais en tout cas, c'est des gens d'extrême gauche. Il n'y a pas d'extrême droite en France, ou très peu. Ceux qui foutent le bordel dans les manifs. Alors là, on vous laisse la paternité de ce propos, mais oui, bon, tout le monde n'est pas d'accord avec vous, vous savez. Attendez, mais quel groupe en France est antiparlementariste? Il n'y a pas d'extrême droite en France? Mais dites-moi, alors... Il n'y a pas de groupuscule d'extrême droite en France? Il y a des tout petits groupuscules d'extrême droite, mais epsilonesques par rapport aux groupes d'extrême gauche. Quel groupe aujourd'hui identifié, ayant des milliers ou des dizaines de milliers de membres, veut abolir la République, est antiparlementaire, veut une théocratie catholique, etc. etc. Bon, j'en vois pas, si vous voulez. À part dans le discours de la gauche et dans la fantasmagorie de la gauche, il n'y a pas d'extrême droite en France, ou alors c'est réduit vraiment à une portion plus que congrue. Oui, l'extrême droite en France existe, ça s'appelle le totalitarisme islamiste. Voilà. Et par rapport vous à ça, avez réfléchi à la question entre-temps. Et par rapport à ça, il y a effectivement... Pour trouver votre punchline. Il y a des résistants qui luttent contre ça, et il y a des collabos qui, eux, s'en accommodent, voire l'encouragent. Voilà, la véritable extrême droite aujourd'hui, c'est cette lèpre islamiste. Est-ce qu'il y a des groupes dissous qui défigurent la République et qui défigurent la France, y compris par le sang, comme c'est arrivé à Rambouillet récemment. Selon vous? Écoutez, la justice étant rendue en principe en France au nom du peuple français, ça semblait bizarre à personne qu'il y ait des représentants du dit peuple qui la rendent, ou en tout cas qui contribuent à la rendre. Maintenant, si effectivement on est amené à faire un peu comme on a fait dans l'armée, c'est-à-dire à faire une armée de métier, c'est-à-dire en tout cas une justice de métier, et non plus avec la contribution de représentants du peuple, ça me paraît quand même assez problématique. En tout cas, moi, je ne suis pas à l'aise avec cette idée parce que je pense qu'il faut quand même que des citoyens soient là qui ont une appréciation qui n'est pas toujours la même que celle des techniciens du droit, qui, eux, doivent être là, bien sûr. Mais je trouve qu'il y a un bon mélange entre le côté citoyen et le côté magistrat de métier, professionnel du droit pour rendre la justice. Maintenant, sur le cas Nordal-Lelandais, effectivement, moi, je crois que les preuves sont suffisamment accablantes et il faut que la justice passe de la manière la plus implacable possible
Et j'espère, bon, il y a moins de chances là pour des raisons évidentes que dans d'autres procès, mais j'espère que la justice ne va pas nous trouver encore des histoires de corne-cul, passez-moi l'expression, pour essayer sinon d'amoindrir, du moins de ne pas le sanctionner tel qu'il se doit. J'ajoute que la justice française est quand même assez mal à l'aise avec, je dirais, ce qu'on appelle les criminels en série, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, contrairement aux pays anglo-saxons et singulièrement aux États-Unis, c'est fort heureusement et Dieu merci, c'est pas quelque chose d'assez courant en France. Et je pense que la justice doit avoir la main particulièrement lourde sur ce genre de cas et ne pas exciper je ne sais quelle problématique psychiatrique ou psychologique pour tenter d'amoindrir la culpabilité de ce sinistre personnage. Vivement lorsque Noémie parlait de ce procès Nordal-Lelandais. Oui, parce que je suis, si vous voulez, devenu absolument allergique à la notion d'irresponsabilité pénale. Parce que je pense que c'est une notion qui, comme bien d'autres notions dans notre pays, a été totalement dévoyée. La dernière en date a fait quand même un scandale dans le pays. Ça a été les responsabilités pénales de Kobili Traoré, l'assassin de Sarah Halimi, dont on nous a dit qu'il était à la fois antisémite, qu'il a voulu maquiller son crime en suicide, en la défenestrant, pour venir nous dire ensuite qu'il avait une bouffée délirante et qu'il était donc irresponsable de ses actes. J'espère que dans le cas de Nordal-Lelandais, parce que j'ai aussi lu, si vous voulez, les récits qu'il avait fait au collège d'experts psychiatres qui l'ont analysé, en disant qu'il avait été comme possédé par un démon qui était rentré en lui et qui lui dictait de tuer des gens. En fait, pour lui, c'est pas lui qui a fait ça. Donc, j'espère. Mais je pense que dans son cas, on n'invoquera pas la bouffée délirante. Oui, mais enfin, vous savez. En tout cas, pas pour les mêmes raisons. Pas la bouffée délirante, certes, mais je crois savoir que dans le dossier de Sarah Halimi, le collège d'experts psychiatres qui ont analysé Kobili Traoré, c'était aussi sur la base de ses déclarations ex post, c'est-à-dire après le crime. Il n'était pas là au moment du crime pour l'examiner pendant qu'il était en train d'agir. Donc ils ont pris en compte son déclaratif, son narratif. Donc là, c'est un peu la même chose. J'ose espérer que là, la justice va se ressaisir et qu'elle ne va pas prendre en compte tout ce récit absolument abracadabrantesque de ce criminel présumé et qu'elle va le condamner et le châtier. L'irresponsabilité pénale ne doit pas être excipée à tort et à travers par des juges en fonction d'une idéologie qui ferait qu'ils ont envie d'épargner certaines catégories de criminels et en condamner d'autres. Il y a soit une irresponsabilité pénale, mais il faut la démontrer sérieusement et il faut que la démonstration fasse consensus à l'intérieur du pays, soit il n'y a pas d'irresponsabilité pénale et dans ce cas-là, eh bien, le glaive de la justice doit passer. Alors, voilà. Je trouve vraiment que le fait que Emmanuel Macron commémore, parce qu'il ne s'agit pas de célébrer, moi personnellement je le célèbre, mais lui il commémore Napoléon, c'est un crime de lèse-majesté ou un crime de lèse-empereur. Tant le système incarné par Emmanuel Macron est aux antipodes de ce qu'était la France de Napoléon et de ce qu'était Napoléon lui-même. C'est-à-dire, je le disais, je n'ai pas eu le temps de terminer tout à l'heure, mais tous les accomplissements de Napoléon que vous avez énumérés tout à l'heure, à commencer par le franc, le Conseil d'État, etc., en réalité, toutes ces institutions ont été totalement dérivées de leur objectif. Elles ne sont plus au service de la France et des Français, elles sont au service d'objectifs qui sont antinationaux d'une certaine façon. C'est-à-dire que la monnaie nationale créée par Napoléon, elle était au service de la France. Maintenant, c'est l'euro qui est plutôt au service de l'Allemagne. On a le Conseil d'État qui était au service de la protection du droit des Français. Aujourd'hui, le Conseil d'État, c'est devenu presque une officine immigrationniste qui favorise l'invasion migratoire et la perte d'identité de la France. Et je peux énumérer comme ça tout le reste. Donc c'est pour ça que je disais que les façades sont toujours là, le Conseil d'État, etc. Mais en réalité, leur mission a été complètement déviée de leur origine. Sur l'assimilation, Napoléon, qui était un étranger, vous avez rappelé tout à l'heure à quel point le peuple auquel appartient Napoléon, en l'occurrence les Corses, avait été persécuté par les troupes de Louis XV, il a voulu être français. Et en voulant être français, il a fini par devenir le premier des Français. Donc c'est dire à quel point la France est ce pays fantastique où lorsque l'on veut adhérer à son identité, lorsque on fait le choix de devenir français, eh bien la France vous traite
non pas comme un Il n'a Français pas comme voulu un être autre. français. Il a La voulu. France est devenue française l'année avant sa naissance. Non, mais pas d'anachronisme. Il n'a pas eu le choix Mais attendez, mais on que en a d'être plein. français. Je veux dire, depuis Napoléon, je peux vous citer des dizaines et des dizaines de gens qui n'étaient pas français, qui pour l'avoir voulu sont devenus français. Voilà, le Conseil d'État. Vous allez lui laisser vous répondre. Je termine juste là-dessus. Le bonheur des Français, pas les Français de toutes couleurs, c'est le moins que l'on puisse dire. Pas les Français des colonies. Bon, c'est des Français aussi, les gens qui ont été... Oui, mais enfin, à l'époque, monsieur, quel autre pays que la France, je vous rappelle quand même que la France a été le premier pays à abolir l'esclavage. Et à l'époque où Napoléon le rétablit, vous avez tous les pays comparables à la France où c'est toujours en vigueur. Donc pourquoi accabler la France plus que les autres? Et la France est pas la France, voilà, monsieur. aux Olympiades de l'horreur, la France n'est pas sur la première place du podium. Le problème n'est pas là. Le problème n'est absolument pas là. Il n'est pas de comparer avec les autres pays. Bah si, bien quand sûr même, en tant qu'historien. Qu'est-ce qui préside à ça qui est, si on se replace dans le contexte de 2021, qu'il exerce toujours une fascination mondiale, voire un peu morbide pour certains? Mondial, peut-être pas, mais français. Oh, mondial. Napoléon, c'est le parce que Français déjà, c'est plus nuancé. Et déjà, C'est le Français le plus connu au monde. l'art de la guerre de Napoléon est enseigné dans immensément d'académies militaires jusqu'à aujourd'hui. Les J'ai stratégies, pas dit une etc. fascination unanime, j'ai dit une fascination mondiale, c'est-à-dire à travers le monde, si vous voulez. Il laisse personne Si vous voulez indifférent, être c'est clair. plus- voilà, il laisse pas- Mais pardon. vous savez, moi, je vous entendais parler. Je suis assez sensible à ce que vous dites, mais loin de moi l'idée, si vous voulez, de défendre des choses comme le rétablissement de l'esclavage, etc. Je m'en doute En bien. revanche, moi, ce que je peux contester, c'est la manière dont, effectivement, un certain nombre de groupes ou un certain nombre de minorités actives s'emparent de l'histoire pour l'instrumentaliser en fonction d'intérêts politiques bien précis aujourd'hui. Par exemple, vous voyez, l'esclavage, aujourd'hui, vous parlez du code noir. Il existe encore des codes noirs qui sont certainement pas écrits, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'ils sont appliqués dans les pays du Golfe, où là, vous avez effectivement un certain nombre de pratiques plus qu'esclavagistes. Le code noir, c'est pas une pratique, c'est une législation. Voilà, C'est un mais peu d'accord, différent. mais enfin bon, oui, mais c'est ce qui compte, c'est quand même Oui, l'effet on que ça peut- produit sur les gens. C'est pas simplement les textes, d'accord? Donc bon, alors si on veut lutter effectivement contre l'idée de l'esclavage, ça sert à rien de le faire contre des moulins à vent passés, parce que ça c'est révolu. Il y a aujourd'hui d'autres causes, où il y a d'autres esclavages qui sont en cause. Et ben ceux qui effectivement font du mémorial en permanence, ils seraient bien inspirés d'aller porter leur débat ailleurs. L'histoire est l'histoire, elle est faite de côté de lumière, de côté sombre. Je pense que Napoléon, et là je rejoins ce qui vient d'être dit, Napoléon n'a pas créé les guerres. Il faut se mettre dans l'ambiance qui était celle du tournant du début du 19e siècle, où effectivement vous avez une coalition de monarchies étrangères contre la France. Et donc effectivement, Napoléon va être celui qui va, comment dirais-je, calmer par la guerre les velléités de restauration par la force qui sont celles de cours européennes. Et il est rétabli en même temps l'ordre intérieur, puisque toute la période, si vous voulez, post-révolutionnaire a été une période, mais d'un désordre et d'un chaos absolument invraisemblable, où le sang coulait, où la guillotine fonctionnait à plein régime, etc. Donc on peut dire que d'une certaine façon, Napoléon a pacifié la France aussi, parce que les guerres suivantes, bon, c'est des guerres de défensive. Mais si vous voulez, sur le coup, moi on a entendu des choses abominables, comme par exemple les gens qui comparent Napoléon à Hitler. Ça n'a strictement rien à voir. Je pense que voilà, Napoléon est quelqu'un qui a vraiment mis les fondations de la France contemporaine. Alors après, on peut avoir une lecture politique. Moi, je regrette personnellement que ceux qui commémorent Napoléon aujourd'hui, je comprends qu'ils ne veulent pas le célébrer pour tout un tas de raisons, mais ceux qui le commémorent, ce sont ceux qui ont été aussi les fossoyeurs de toutes les institutions mises en place par Napoléon. Napoléon, rappelons-nous, a créé le Code civil, le Conseil d'État, les préfets, tout ça pour faire le bonheur des Français, c'était son expression. Donc c'était des instruments... On n'a rien trouvé de mieux depuis, hein. Enfin, on n'a rien changé. Bah oui, sauf quasiment. que, en fait, vous savez, le problème, c'est que c'est comme ces vieilles bâtisses qui sont magnifiques de l'extérieur et dont on maintient les murs et tout change de l'intérieur. C'est comme ça que ça s'est passé avec Napoléon. C'est-à-dire que Napoléon a mis des fondations au service de la France et des Français, et toutes ces fondations-là, finalement, encore une fois, ont été détournées par les pouvoirs, notamment depuis les années 80. C'est un système qui paraît propre à l'extérieur, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Banque de France. Prenez par exemple la Banque de France et le franc. Le franc français. On a déjà fait l'énumération. Le franc français. Non, mais attendez, c'est pas ça. C'est que si on prend la même énumération et qu'on regarde ce que c'est devenu aujourd'hui, on est surpris. Le franc, il était au service de la France. Maintenant, l'euro est au service de l'Allemagne.
sûr que je condamne l'esclavage tel qu'il est aujourd'hui pratiqué. Ouais. Bien évidemment, c'est une réalité. Mais là, on parle de l'esclavage qui est codifié, qui est légal. Oui, mais l'esclavage d'État. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça n'est pas la même Le chose. problème, monsieur, vous avez parfaitement raison sur votre analyse. Mais moi, je crois que votre analyse, elle est biaisée, sinon faussée, par une logique qui, à mon avis, est hors cadre. C'est-à-dire que vous comparez d'abord l'histoire par rapport au canon d'aujourd'hui, à ce que nous pensons aujourd'hui, est-ce qu'accepte ou n'accepte pas la société d'aujourd'hui, et surtout, vous vous refusez, même en restant dans l'époque de celle de Napoléon, à comparer ce qui se passait en France par rapport aux autres pays, parce que en cela, vous êtes bien français. Vous voulez comparer la France à tout moment à une espèce d'idéal absolu où on devrait faire uniquement ce qui serait conforme au canon du paradis. Or, c'est pas comme ça qu'on fait de l'histoire. L'histoire, elle est comparative. C'est-à-dire que vous prenez une époque donnée, vous comparez effectivement ce qui se passe en France par rapport à ce qui se passe en Angleterre, par rapport à ce qui se passe en Allemagne, par rapport à ce qui se passe en Russie. Et à ce moment-là, vous pouvez dire si, à cet instant-là, la France a été un pays affreux, ou si ça a été un pays supérieur aux autres. Mais allez-y, comparons. Bah voilà, par rapport à l'Allemagne, par exemple. On crie pas. Là, vous êtes en train de lever le ton. Juste, on se calme un petit peu. À ce qui se passait en Angleterre, vous savez, en 1807, la traite est abolie. On a parlé tout à l'heure de l'abolition de la traite, mais en 1807, la traite est abolie. Oui, mais un siècle après, ou un siècle et demi après, il y a eu l'invasion de l'Inde. Il y a des famines organisées qui ont tué 3 millions de personnes. Bon, si on se calme